prenez du plaisir à le faire. Quand on pratique la Wim Hof méthode, selon moi, mon meilleur conseil, c'est de toujours terminer avec un sourire. Ça n'empêche pas de commencer déjà dès le départ avec le sourire. Et de jouer avec tout ça en fait. Donc jouer avec le nez, la bouche, voyez ce qui vous convient à vous le mieux. Bonjour, je suis Xavier Jalleran et bienvenue dans ce 8e épisode de Parlons Forme, le podcast qui vous fait du bien. Alors aujourd'hui, j'accueille Sébastien Payet, qui est le premier Français à être certifié de la méthode Wim Hof, qui est une méthode simple, puissante et efficace, et qui, à travers la respiration, l'exposition au froid et la gestion de son mental, permet d'améliorer sa santé et son bien-être. Au cours de cet épisode, nous mettons un focus sur la respiration et vous allez découvrir les bienfaits étonnants que vous pouvez ressentir grâce à cette pratique. 2 points avant de lancer notre discussion. Tout d'abord, sachez que vous pouvez accéder aux notes de cet épisode en allant sur le lien suivant, extraform.fr/8. Et enfin, sachez que vous pouvez vous abonner au podcast et laisser un avis 5 étoiles ainsi qu'un commentaire sur iTunes. Je lis chacun d'entre eux et d'ailleurs, je tiens à remercier chaleureusement David qui a laissé l'avis suivant. Merci Xavier pour ces podcasts de qualité. Le sujet de l'alimentation, santé, forme est trop souvent traité de façon une solution pour tout le monde, alors que tu proposes une approche, une façon de voir les choses en fonction de la situation de chacun, et ça, c'est extra top. J'aime autant le fond que la forme, merci encore. Eh bien, merci à toi David, et j'espère que vous qui êtes en train de m'écouter en ce moment, vous prendrez le temps vous aussi de venir laisser un petit mot sur iTunes. Pour accéder à la page iTunes du podcast, il vous suffit de vous rendre sur l'URL suivant, extraform.fr/iTunes. Ceci étant dit, je vous souhaite une très bonne écoute. Alors bonjour Sébastien et merci de m'accompagner pour cet épisode de Parlons Forme. Yes, bonjour à toi. Alors pour commencer, est-ce que tu pourrais dans les grandes lignes te présenter aux personnes qui nous écoutent ? Yes, alors dans les grandes lignes, moi c'est Sébastien Payet. Là on est en entretien parce que je suis en fait le premier français instructeur Wim Hof méthode, qui est un sujet qui est à l'heure actuelle un de mes outils. Parmi ce que je fais, c'est-à-dire principalement de la préparation mentale du sportif, du coaching et de praticien en hypnose, donc on va dire de la thérapie. Et du coup, est-ce que tu peux peut-être nous dire comment tu as découvert cette méthode, donc la Wim Hof méthode. Donc après, on rentrera plus en détail, mais est-ce que tu peux nous dire comment tu as découvert ça ? Alors la Wim Hof méthode, déjà très jeune, moi j'avais en attrait culturel, on va dire, les arts martiaux japonais entre autres. Et on a cette image un peu du maître japonais sous les cascades d'eau glacée ou dans des religions comme le Shugendo, avec donc des pratiques spirituelles et de développement de l'esprit de maîtres en arts martiaux sous des cascades d'eau glacée. Dans d'autres domaines, on les voit aussi avec des travaux de respiration, parce qu'ils cherchent à développer leur potentiel humain. Donc il y avait cet aspect-là qui m'attirait, qui était un petit peu une petite case de je ferai ça un jour. Dans les années 2000, il y a une vidéo qui s'appelle Choc, une vidéo qui suit un maestré de jiu-jitsu brésilien, une légende du jiu-jitsu brésilien, Rickson Gracie. Et dans la préparation où on suit donc ce combattant sur des combats de MMA qu'il pratique, on le voit en fait faire des techniques de respiration, des techniques de yoga, de pranayama, et également des expositions à l'eau glacée. Donc il explique les bienfaits pour lui dans sa préparation sportive. Donc encore une fois, c'était un ajout à un jour dans ma vie, je ferai ça. Ensuite, globalement, dans ma vie, je me suis intéressé à tout ce qui est dépassement du potentiel humain. Moi, ce qui me passionne, c'est tout ce qui est au-delà de ce qu'on pense que l'humain est capable de faire. Dans, par exemple, les rapports à la nature, donc ce qui est exploration polaire, tout ce qui est sport appelé communément sport extrême, donc tout ce qui est utilisation du mental et de l'esprit pour aller vivre nos rêves et pour gérer et dompter nos peurs. Et un jour, je suis tombé sur quelqu'un qui se promenait en short à 2000 mètres d'altitude, dans la neige. Donc évidemment, je suis allé immédiatement le voir, et là, il m'a parlé d'une méthode, d'un Dutch, qui faisait une méthode, qui était un peu un personnage. Et j'ai commencé à m'intéresser, à regarder ce personnage, et c'est là où je suis tombé sur The Iceman, donc Wim Hof, et la Wim Hof méthode. Et à partir de ce moment-là, je me suis lancé dans ce qui plus tard allait devenir donc une passion et une de mes activités professionnelles à l'heure actuelle. Ok, alors peut-être est-ce que t'es pas le biographe officiel de Wim Hof, mais peut-être est-ce que si tu t'es intéressé justement à son parcours et à sa pratique,
Parce que ça paraît pas à première vue super naturel l'idée d'aller potentiellement se rouler dans la neige ou de monter des montagnes en short. Alors est-ce que tu peux peut-être partager avec les auditeurs peut-être un peu du parcours de Wim Hof si tu le connais. Après sinon c'est pas grave. Bah en fait pour Wim, ce qui se passe, c'est que c'est quelqu'un qui a été toujours en quête de connaissances, un peu ce que je disais là pour moi-même, c'est-à-dire il y a des points de recoupement du potentiel humain, et il est allé chercher du côté du bouddhisme, du taoïsme, du yoga. Donc c'est un grand pratiquant de yoga. Et un jour, en fait, il a 17 ans et il a un appel pour l'eau glacée. Il est en train de se promener au bord d'un canal et il décide de se jeter, pris d'une impulsion subite, dans un canal, dans l'eau glacée. Là, il a une révélation, donc il doit y passer 30 secondes, une minute, je sais pas, mais il a vraiment une révélation de cet outil puissant et il comprend certaines choses. Et à partir de ce moment-là, il se met à y retourner régulièrement. L'impact de l'eau froide sur lui l'amène à avoir des modifications de sa respiration. Là, il se met à étudier plus en détail donc la respiration, et ce qui l'a amené ensuite sur un cheminement de quête, d'études, de rapprochement avec diverses disciplines. Donc on peut parler du Tummo, on peut parler du pranayama, et au final pour en faire ce que moi je considère être vraiment une vulgarisation de ces pratiques, c'est-à-dire une façon de le partager de façon simple, puissante, efficace à un large public. Donc au départ c'était un pratiquant qui cherchait des réponses. Ensuite, dans ses pratiques, il s'est mis à faire des records. Il a d'abord été connu et son surnom The Iceman est venu d'un jour où la télé était là pour le suivre. Quelqu'un tombe dans l'eau glacée et Wim va le sauver en fait et sauve la vie de cet homme-là. Et on lui a donné le surnom The Iceman. Et ensuite, à partir de là, il est parti sur la production de records, différents records. Il a 21 records au Guinness et 26 records du monde au total. Donc dans différentes disciplines, la plupart du temps liées au froid. Donc c'était un peu sa façon de vivre et de faire connaître ce qu'il faisait. Jusqu'au moment où, suite au décès de sa femme, il se met vraiment à se poser beaucoup de questions et se dire que sa méthode permettrait de travailler, de reprendre pied après des dépressions sévères par exemple. Et à partir de ce moment-là, il se met à partir vraiment sur une méthode à partager pour apporter des choses aux gens. Donc si je poursuis un petit peu sur l'historique, il développe donc ses capacités à lui, il commence à être le sujet d'études médicales, mais sur uniquement une personne. Ça, pour le monde médical, ça n'a aucune valeur en fait. Et jusqu'à en fait, c'est très récent, c'est 2014, l'expérience de Radboud University, où là on a pu tester ce qu'il disait sur un panel de cobayes, de tests. À partir de ce moment-là, ça a vraiment validé que sa méthode pouvait être une aide efficace pour améliorer le confort de vie de pas mal de personnes, et c'est vraiment là où il est rentré en mission d'offrir sa méthode au monde. Voilà pour son historique perso du départ jusqu'au moment où c'est devenu vraiment une méthode offerte au monde, quoi. Alors du coup, est-ce que tu peux, on a déjà évoqué là pendant les 5 premières minutes, on a parlé de respiration, on a parlé de froid. Est-ce que tu peux nous parler dans un premier temps des piliers qui constituent cette méthode-là, et puis après on fera un focus un peu plus précis. Yes, alors c'est vrai que la Wim Hof méthode, c'est 3 piliers. C'est le pilier respiration, donc une respiration, donc on y reviendra, mais une respiration contrôlée et forcée, on dira. Ensuite, il y a le pilier exposition au froid, donc qui se fait principalement par des bains d'eau glacée, mais il y a toute autre solution, donc l'exposition au froid. Et le dernier pilier, qui est la partie mentale, donc ce qu'on appelle le mindset ou le commitment, qui est l'engagement mental à la réussite de ce qu'on veut réaliser. Et la Wim Hof méthode, c'est vraiment l'association de ces 3 piliers qui forment cette méthode. Et du coup, est-ce qu'on est obligé dès le départ de suivre ces 3 piliers, ou c'est quelque chose qu'on fait au fur et à mesure ? Alors tout peut être mixé. L'idéal, c'est vraiment la synergie des 3 qui donne le meilleur résultat. Le mindset et le mental, lui, de toute façon, il sera là en permanence. Maintenant, pour ma part, par exemple, je propose des formations où on voit que la partie respiration, pour justement mettre un focus sur cette partie-là et ne pas le vivre dans la même journée que l'exposition au froid. Donc on peut très bien dissocier les 2 pratiques, froid et respiration, même si bien sûr la synergie des 2, c'est vraiment ça qui crée cette méthode et qui donne l'intérêt de cette méthode.
Ok. Bon, alors du coup, ça tombe bien parce que je te propose que au cours de ce podcast, on fasse justement un focus sur la respiration parce que, à mon avis, c'est ce qui paraît le plus accessible aux personnes qui vont nous écouter et ce qui fait sûrement le moins peur. Et d'ailleurs, je trouve que c'est quelque chose qui est vraiment très appréciable dans cette méthode, c'est que c'est vraiment accessible à tout le monde et a priori, toutes les personnes qui nous écoutent sont capables de respirer et peuvent trouver quelques minutes dans leur journée pour le faire. Donc, tu vas me le confirmer d'ailleurs, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas de contre-indication, en tout cas pour la partie respiration. Alors si, il y a quand même quelques contre-indications. Les contre-indications sont de l'ordre d'antécédents connus d'épilepsie, par exemple. Sur d'autres domaines, en cas de doute, là, il s'agit juste d'aller voir son médecin traitant et de demander. Et ensuite, les contre-indications seront de l'ordre psychique, en fait, je dirais. Tout antécédent connu de psychose, par exemple, peut amener vraiment à une contre-indication ou une pratique à faire de façon vraiment très encadrée. Cette respiration va toucher en profondeur en fait les structures de l'être, donc une fragilité psychique avérée serait une contre-indication à la pratique. D'accord, ok. Bon bah écoute, voilà, j'ai bien fait de poser la question du coup. Et du coup, pour la partie exposition au froid, est-ce qu'il y a aussi des contre-indications ? Là, elle pourrait être d'ordre de... Alors on a donc ce qui est le syndrome de Raynaud et la maladie de Raynaud, qui sont des contre-indications officielles pour le moment, même si en fait ça pourrait être une réponse, mais il faut avancer vraiment très prudemment. Et ensuite, d'un point de vue cardiaque, des connaissances de fragilité cardiaque qui, pareil, demanderaient en fait d'être vraiment en lien avec son médecin traitant ou son cardiologue pour savoir si l'effort que ça demande au système cardiovasculaire pourrait poser un souci. Voilà. Ok. Bon bah voilà, comme ça au moins les bases sont posées et les gens savent à quoi s'attendre en nous écoutant. Voilà, moi ce que je dirais c'est si quelqu'un est en parfaite santé et du coup il peut pratiquer sans problème. Dans le moindre doute, faut déjà aller voir son médecin, en parler et voir en gros si pour le médecin ça pourrait poser un souci ou pas en fait. Voilà, pour tout simplement pouvoir commencer à pratiquer sereinement derrière quoi. J'ai vu et lu pas mal de témoignages justement sur cette méthode de respiration notamment qui vont être très inspirants et notamment alors tu dois le connaître et je mettrai un lien vers la vidéo parce que je sais qu'elle est disponible sur YouTube. C'est un reportage qui avait été fait dans le cadre d'Envoyé spécial où donc justement il parlait de la méthode et il apportait le témoignage de cet homme qui souffrait de polyarthrite rhumatoïde et dont le corps était tellement douloureux qu'une simple main sur son épaule c'était insupportable pour lui. Et du coup, il a suivi la méthode pendant quelques jours, il a appliqué, je pense, pendant quelques semaines ou quelques mois et aujourd'hui, on peut vraiment dire qu'il revit littéralement. Et du coup, ma première question, c'était de savoir si tu avais toi-même été témoin de ce genre de rémission. Oui, j'ai des évolutions en fait, des gens qui me disent avoir vraiment des gros gains en confort, notamment sur des maladies de Lyme par exemple, avec des gens qui en arrivaient à avoir des difficultés à marcher et qui étaient étonnés de ce qu'ils faisaient pendant le week-end de formation avec moi par exemple, à se retrouver à faire des choses où ils se disaient ça c'est pas possible de faire. Et de voir de grosses évolutions sur ce sujet en fait avec meilleure gestion des douleurs et une reprise en fait de mobilité et de confort de vie derrière, ouais, tout à fait. Et au-delà de ces cas un peu plus extrêmes, on va dire, est-ce qu'il y a un intérêt, enfin il y en a un, mais tu vas peut-être nous dire lesquels, à suivre justement cette méthode-là si on n'est pas particulièrement malade, si on n'a pas particulièrement de douleur ou quoi que ce soit? Oui, tout à fait. Moi, c'est même, je dirais, ma spécialité. Il y a les parties effectivement de soins, de retrouver un confort de vie par rapport à des difficultés qu'on peut avoir au niveau santé, qui peut être éventuellement réponse. Mais en même temps, c'est surtout une méthode. Alors moi, j'ai surtout une orientation coach et amélioration de la performance, notamment avec des sportifs. Donc il y a le domaine des sportifs pour améliorer la performance, mais ensuite au quotidien. Moi, je dirais vraiment, il y a un côté sur tout challenge de vie, déjà, il y a une base de gestion du stress qui est un élément qui de nos jours touche quand même beaucoup de monde. Des idées de centrage qui permet d'être vraiment beaucoup plus clair sur nos envies, sur nos motivations profondes, sur comment on veut vraiment voir dérouler chaque journée. Donc une base de clarté, donc ce qui est bénéfique à tout le monde. La respiration qui est quand même à la base de tous nos systèmes, que ce soit psychique ou physique, physiologique. Et donc apprendre à mieux respirer, à mieux écouter sa respiration. Et ensuite tout ce qui est gestion de son énergie au quotidien. Et dans les deux sens du terme, c'est-à-dire quand on est un peu trop activé, un peu trop stressé, apprendre à se relâcher, se détendre.
ou à l'inverse, dans des moments de fatigue, apprendre à se booster, à se potentialiser et à avoir exactement le niveau d'énergie qui convient à l'action en cours qu'on veut mener. Donc voilà, pour moi, il y a vraiment tout le monde qui a un bénéfice à aller apprendre cette méthode, ouais. D'accord. Et du coup, parce que justement, tu as parlé de différents cas de figure, et c'est le même type de respiration qu'on va faire si on est stressé ou si on est fatigué? Non, alors après, il va y avoir des variations, c'est la même base, on a une base de respiration Wim Hof méthode. Ensuite, on va avoir des variations et des adaptations à ce qu'on met en place, et c'est également là où la partie mindset, commitment, l'engagement mental qui oriente le travail qu'on va réaliser avec la respiration en fait. Si on commence à se lancer dans cette pratique-là, faut compter combien de temps à peu près pour sentir les bénéfices? Alors sur certains bénéfices, ce sera sur un week-end en fait. Si on prend l'exemple de l'exposition au froid, et c'est ça que je trouve génial dans cette pratique, c'est que c'est un exploseur de croyances. La plupart du temps, les gens ils arrivent et ils se disent je vais pas pouvoir le faire. Et 5 minutes après, ou 1 heure après, ou à la fin de la journée, ils l'ont fait, ils ont eu un sourire à le faire. Donc pour moi, à ce moment-là, il y a énormément de croyances limitantes qui volent en éclats de tous les éléments dans la vie où l'on se dit je suis pas capable de le réaliser, et on comprend en fait il suffit de transférer ce qu'on a appris dans le bain d'eau glacée à tous nos challenges dans la vie. Pour la respiration, c'est pareil, il y a vraiment certains éléments, surtout lorsqu'on pratique sous l'œil d'un instructeur qui va nous amener à pousser loin dans la pratique, plus que quand on commence par pratiquer par soi-même. Et bah sur une séance déjà on peut vraiment avoir des nouvelles compréhensions de son être en fait, des révélations, des gens qui sortent de là en disant ah bah tiens en fait je me rends compte que j'ai jamais appris à respirer. Donc dès les premières pratiques on peut déjà voir certains changements. Ensuite de façon globale je dirais déjà en 2 semaines d'une pratique quasi quotidienne, les changements sont significatifs. Et peut-être pour mettre un peu de contexte aussi auprès des auditeurs qui nous écoutent, tu parlais tout à l'heure justement de l'étude, alors je sais plus le nom que tu as donné, mais d'une étude justement sur un groupe de personnes qui avaient été entraînées par Wim Hof. Et peut-être si tu peux nous en dire un peu plus sur cette étude-là pour montrer vraiment le potentiel de la pratique. Tout à fait, cette étude est super intéressante et elle marque vraiment un marqueur dans la méthode. Donc c'est Radboud University en 2014. Avant de parler de cette étude, j'en parlerai d'une autre identique, mais qui était d'abord avec Wim et uniquement Wim. C'était en 2007 ou 2008. Donc l'idée en fait, c'est qu'on a l'université qui a mené l'étude a injecté E. coli. Alors pourquoi E. coli? C'est parce que c'est une endotoxine connue du monde médical et on sait exactement ce que ça génère chez quelqu'un. Donc sur l'étude, il y a eu 114 personnes qui ont été injectées pour servir en gros justement de témoins de base de référence. Et on a donc inoculé à Wim cette endotoxine avec des techniques dont lui il mettait en place ces techniques de respiration. On s'est rendu compte que déjà il n'avait aucun symptôme, quasiment rien en tout cas de ce qui est décrit normalement, et en même temps une suppression des facteurs d'inflammation. Donc c'est des marqueurs que l'on peut voir, des protéines marqueurs d'inflammation dans le corps en fait. Et donc on voyait en fait au niveau de sa biochimie sanguine une libération inhabituelle d'adrénaline et noradrénaline, et en même temps donc une suppression de ces facteurs inflammatoires. Mais comme il s'agissait d'une étude sur Wim et uniquement sur Wim, pour le monde médical, bah voilà, il fait partie du pourcentage de personnes qui ne réagissent pas de façon normale. Wim disait, c'est pas ce que je suis, c'est ce que je fais. Donc si les gens font le même entraînement que moi, ils pourront avoir les mêmes résultats. Mais pendant plusieurs années, personne ne donnait crédit à ce que proposait Wim. Donc il y a cette université, donc Radboud University, qui vient chercher Wim et qui lui dit « Ok, on veut tester ce que tu dis, on va mettre en place un protocole médical d'expérimentation. Combien de temps il te faudrait pour former des gens pour qu'ils puissent se présenter à l'expérimentation? Est-ce qu'il te faut 10 mois? Est-ce qu'il te faut 1 an ?» Et Wim répond « Non, il me faut juste 10 jours. » Donc en fait, il y a un protocole qui est mis en place, et c'est uniquement sur 10 jours, et en réalité, sur les 10 jours, il n'y a que 4 jours de présentiel avec Wim. Donc en fait, il y a 4 jours de présentiel avec Wim, 6 jours, on va dire, de devoir à la maison des sujets, et qui, lors de l'expérimentation, donc les 12 entraînés par Wim, il y en a un, je crois, qui a eu légèrement mal au crâne, et les autres n'ont présenté aucun symptôme. Donc c'est super intéressant de relever, c'est que uniquement en 10 jours d'entraînement, ces gens se font donc inoculer E. coli et présentent des résultats complètement différents des témoins cobayes non entraînés.
Et on retrouve la même chose qu'on a retrouvé chez WIM, c'est-à-dire libération de certaines hormones avec comme tête de pont hormonale adrénaline, noradrénaline, et une suppression des facteurs inflammatoires, tout comme WIM quelques années auparavant. Et du coup, est-ce qu'on en sait un peu plus sur pourquoi ce phénomène se produit là chez les gens qui suivent cet entraînement-là ? Ça, il y a pas mal de sujets qui sont encore en étude, mais là, en fait, ça ouvre des portes. C'est surtout, ce qui est intéressant pour le moment, c'est pas tant quelles sont les réponses qui ont été apportées, mais quelles sont les nouvelles questions qui sont posées au monde médical. Dans la formation des médecins aux États-Unis, des docteurs en médecine aux États-Unis, par exemple, il y a un chapitre qui aborde ce sujet et cette expérience, parce qu'en fait, ça redéfinit une notion, le système nerveux autonome, qui en fait est peut-être pas aussi autonome qu'on le pensait, et où, par certains process, on peut arriver à impacter. Et en gros, sur commande et avec un certain type de pratique, pouvoir agir et libérer donc certaines hormones et donc cette réduction des facteurs inflammatoires. Donc en fait, pour le moment, on est vraiment à l'heure des nouvelles questions posées. Il y a des études qui tombent, ça commence en ce moment, l'année 2018 devrait être assez riche en résultats d'études. Mais voilà, ça avance forcément lentement parce que les protocoles médicaux sont quand même très techniques et longs à mettre en place. Donc voilà, pour le moment, ce qui est intéressant, c'est surtout les nouvelles questions posées plutôt que les réponses qui, elles, arriveront petit à petit. Ça marche. Alors du coup, maintenant qu'on a parlé des bénéfices et du fait que, a priori, c'est quand même accessible à une grande partie de la population, on peut peut-être se poser la question de concrètement comment on fait. Alors sachant que, comme on l'a dit, on va mettre un focus sur le côté respiration dans un premier temps, parce que ça paraît être le plus accessible à tout le monde. Alors de façon globale, la respiration de base telle qu'elle est transmise quand on transmet à distance, parce qu'après il va y avoir énormément de subtilité. La respiration et la Wim Hof méthode, à la base, c'est quand même une histoire de transmission directe. Mais pour pouvoir l'offrir à un grand public, il faut bien des adaptations pour que ça soit facilement transmissible par vidéo ou par l'objet d'un podcast comme celui qu'on fait là. Donc on va prendre des bases simples. Donc, mais retenez que ce sont les bases. L'idée en fait, c'est d'amener à une modification de sa biochimie sanguine qui passe avant tout par une forte diminution du CO2. On va saturer en oxygène, mais surtout très fortement diminuer en CO2. Donc en fait, ça va être un certain nombre de respirations contrôlées, forcées, importantes, où on va remplir complètement ses poumons. Le souffle, lui, il est juste relâché. On porte l'attention et l'intention sur l'inspire. Donc un inspire puissant, une respiration cyclique, et on va faire un certain nombre donc de ces cycles ventilatoires. En général, on parle de 30-40, c'est là où il y a vraiment des subtilités, mais pour transmettre facilement, on va dire 30-40. Au bout de ces 30-40 cycles ventilatoires, on va prendre une bonne inspire, puis vider complètement ses poumons, sans forcer, on ne cherche jamais à forcer dans la méthode, on vide complètement ses poumons, et on va partir sur une rétention, une apnée, poumon vide. Donc ça, c'est la première partie. Apnée poumon vide, qu'on va chercher à maintenir le plus longtemps possible, mais toutefois sans trop forcer non plus. Au moment où le besoin de respirer devient important et vraiment pressant, on va prendre une bonne rétention, apnée poumon plein, et là on va garder 15-20 secondes poumon plein. À ce moment-là, on a fait un cycle. Et il va s'agir de répéter, donc quand on débute, on va répéter 2 ou 3 fois ce cycle, et ensuite on va le répéter 4 ou 5 fois. Voilà pour la base même. Donc voilà pour la base même de la respiration. Donc on fait 2 ou 3 cycles de 30 à 40 respirations chacune en fait. C'est ça, avec donc les 2 rétentions, d'abord poumon vide qu'on maintient aussi longtemps qu'on veut, et ensuite poumon plein qu'on maintient une vingtaine de secondes à peu près. Est-ce que le chiffre de 30 à 40 c'est un chiffre minimum, ou est-ce que, je sais pas, en fonction du ressenti des gens, ils peuvent éventuellement faire moins ou faire plus? Alors tout à fait, là c'est vraiment, ce chiffre il est uniquement pour la transmission à un grand nombre de personnes de façon simple et évidente. Ensuite en réalité il s'agit de l'adapter, il n'y a pas de raison que ça soit 30 pour toi et pour moi, il n'y a pas de raison que ça soit 30 le matin et l'après-midi, en ayant mangé, sans manger, en étant stressé, en étant détendu, en ayant chaud, en ayant froid, bref, on travaille sur du vivant. Et le vivant, ça se joue dans l'instant, donc bien évidemment, en réalité, il s'agit d'écouter les sensations que notre corps nous donne en fait.
D'accord. Et donc du coup ces sensations-là, parce que du coup moi j'ai un peu pratiqué, mais il doit y en avoir d'autres. Mais c'est les sensations de parfois la tête qui tourne un peu, de picotement dans les doigts, et puis moi j'ai ressenti aussi des frissons un peu dans l'ensemble du corps. C'est ça, tout à fait. Ça, c'est vraiment ce que tu décris là. C'est des retours très courants. On a des fois des retours qui sont très personnels en individu, mais on a effectivement une gamme de retours assez réguliers. Donc on a les picotements dans les doigts, les fourmillements, on a des petites contractions musculaires, on peut avoir effectivement des changements de perception de la température, des tremblements du diaphragme, on peut avoir des grésillements, bourdonnements ou acouphènes pour la partie audition. Effectivement la tête qui tourne. Donc on a voilà tous ces signes et manifestations physiologiques qui nous montrent qu'on est en train de changer notre biochimie sanguine à ce moment-là, et ce qu'on est clairement en train de faire, quoi. Et du coup, quand on a ces signes-là, on peut s'arrêter au niveau de ce cycle-là, ou faut malgré tout continuer un peu plus? Alors là, au moment où on a ces signaux-là, après ça va dépendre de qu'est-ce qu'on travaille, de comment on travaille. On peut chercher à attendre que les signaux soient très importants, voire même impressionnants, ou on peut partir sur les rétentions dès que les signaux sont présents. Avant de partir donc sur les rétentions, ça c'est le premier cycle, et ensuite on enchaîne comme ça sur les différents cycles. Ta question par contre m'amène à un point que j'ai pas abordé en premier, qui pourtant devrait être le point abordé en premier, c'est les safety warnings, le disclaimer. Là, pour ceux qui nous écoutent, la base avant de pratiquer est évidemment de le faire en pleine sécurité. En pleine sécurité, ça veut dire toute activité dans laquelle aucun risque n'est impliqué. Donc jamais en présence d'eau, par exemple, on ne pratique pas la Wim Hof méthode dans l'eau. Et en fait, l'idée, c'est de le faire assis ou allongé dans un environnement safe. Lorsqu'on pratique, si on s'amuse à pousser un petit peu, on peut tout à fait perdre connaissance. Ce qui, si la sécurité est assurée, ne pose pas souci, bien évidemment, dans certains cas, ça pourrait être dramatique. Donc ça, c'est vraiment un élément à prévoir, c'est je pratique donc la Wim Hof méthode, je le fais posé en pleine sécurité. J'avais aussi un point qui était de savoir si ça a une importance ou pas, le fait de respirer par le nez ou par la bouche, ou d'alterner les deux. Alors, si on demande à Wim il dit « You breathe by whatever else you want », donc en gros, je vais pas traduire, mais tu fais comme tu veux. Moi, j'invite toujours, quand je forme, en fait, j'invite toujours à passer de l'un à l'autre pour apprendre à faire les deux et voir ce qui nous convient le mieux. Très souvent, par la bouche, c'est beaucoup plus puissant et intense, on peut aller beaucoup plus loin en intensité. En même temps, quand on le fait beaucoup par la bouche, ça a tendance à dessécher la bouche, ce qui est pas forcément agréable, donc on peut avoir envie de basculer sur le nez sur un cycle. À l'inverse, des fois on veut faire sa respiration, on a le nez bouché, donc forcément il faudra le faire par la bouche. Donc j'invite vraiment les gens à tester les deux, à passer de l'un à l'autre, et à tester régulièrement. On peut à certains moments préférer le faire par le nez, à d'autres moments préférer le faire par la bouche. Donc bref, amusez-vous, et ça d'ailleurs c'est un point important, c'est prenez du plaisir à le faire. Quand on pratique la Wim Hof méthode, selon moi mon meilleur conseil c'est de toujours terminer avec un sourire. Ça n'empêche pas de commencer déjà dès le départ avec le sourire. Et de jouer avec tout ça en fait, donc jouer avec le nez, la bouche, voyez ce qui vous convient à vous le mieux, quoi. Est-ce qu'il faut chercher entre guillemets une performance lorsqu'on est en état quand on retient sa respiration, les poumons vides? Est-ce que c'est intéressant et nécessaire de se chronométrer pour se dire on a fait 1 minute, 2 minutes, 3 minutes et voir sa progression au fil des semaines, ou est-ce que c'est pas forcément quelque chose qu'on doit chercher? Non, alors moi je dirais c'est pas du tout quelque chose qu'on doit chercher. En même temps, dans la méthode en ligne par exemple, où Wim invite des fois à prendre un chrono, mais là l'idée en fait c'est juste de réaliser qu'on est capable de faire des choses qu'on pensait pas être capable de faire. Donc quand quelqu'un fait au tout début de sa pratique une apnée de 30 secondes et qu'au bout de 2 semaines il tient 3 minutes, ça va marquer le « waouh, je pensais pas être capable de faire ça, je le fais maintenant ». Donc voilà l'intérêt. L'intérêt c'est juste de se surprendre. Par contre, au-delà de ça, il y a absolument aucun intérêt à aller chercher de la performance. C'est pas de la préparation à l'apnée, le but est pas de s'entraîner pour faire du statique en freediving, c'est deux disciplines qui ont rien à voir. L'idée c'est plutôt la qualité de ce qu'on va faire et de ce qu'on va vivre à ce moment-là, plutôt que le temps que l'on va faire, qui n'est juste un chiffre en fait. Est-ce que malgré tout, de par ton expérience, il y a une progression quand même qui se fait en général avec le temps, ou pas forcément? Alors moi ce que j'ai pu voir, c'est une forte progression pour des gens qui vont pratiquer de façon régulière, une très forte progression les 3-4 premières semaines, et ensuite un plateau, voire même ça redescend derrière en fait. Ok.
D'accord. Donc ouais, donc vraiment cette idée de performance, c'est pas quelque chose à aller chercher, quoi. Non, ça n'a rien à voir avec la méthode. La performance amènerait à forcer, et l'un des concepts de la méthode, c'est on ne force pas. Et ensuite, il y a tellement d'éléments en jeu, la qualité de l'alimentation, la qualité du sommeil, etc., impactent directement les temps de rétention, en fait. Donc on peut être surpris d'avoir des temps de rétention qui changent énormément d'une semaine à l'autre, mais c'est peut-être juste parce qu'on a dormi différemment, parce qu'on a des pensées différentes, parce qu'on a mangé différemment. En tout cas, pour revenir sur ce que tu disais, sur le fait d'être étonné de sa capacité, c'est quelque chose, voilà, c'est une expérience du coup que je peux partager aussi parce que je l'ai vécu, et même ce qui est particulièrement étonnant, moi je pense pas suffisamment fait pour avoir une évolution dans le temps, mais c'est vraiment cette évolution qu'il peut y avoir au cours d'une même séance, ou entre la première série et la troisième série, et même je sais plus, mais enfin dès mes premières séances, au bout de la troisième série, j'étais capable de rester, je sais plus, pas loin des 3 minutes sans respirer, alors que effectivement j'avais plus d'air dans mes poumons, quoi. Ouais, alors on se découvre souvent, et c'est effectivement la surprise des gens d'être capable de tenir aussi longtemps sur une rétention à poumon vide, qui effectivement est vraiment hallucinante, ouais. Du coup, je sais que j'avais une sensation un peu bizarre, notamment sur la première série, ça s'est répété plusieurs fois, donc c'est pour ça que je te pose la question, mais c'est que en fait sur la première série, quand je retiens ma respiration, je sens très rapidement le besoin finalement de re-respirer, parce que j'ai vraiment une pression au niveau des tympans, et c'est pas agréable, quoi. Et tu veux dire par rapport aux séries d'après où ça passe et où tu le vis différemment? Ouais, par rapport aux séries d'après où finalement ça passe beaucoup plus. Déjà, il y a un élément effectivement d'une série à l'autre, surtout entre la première et les autres, c'est vraiment la décharge du CO2. Le CO2, c'est le trigger, le déclencheur de la respiration. La plupart des gens ont tendance à penser que c'est le manque en oxygène qui nous fait respirer. En fait, non, c'est la concentration en CO2. Et sur le premier cycle, en général, on n'a pas encore vraiment déchargé en CO2 comme on peut y arriver au bout du deuxième, troisième cycle. Donc c'est un élément qui donne vraiment le bond en avant de temps de rétention entre le premier et, mettons, le troisième ou quatrième cycle, par exemple. D'accord. Ensuite, sur d'autres manifestations qu'il peut y avoir, il y a aussi que quand on part sur son premier cycle, il y a la transition de ce qu'on faisait avant, des pensées qu'on avait en tête avant, etc. Les pensées et le cerveau, c'est un gros consommateur d'énergie et d'oxygène. Et quand on en est à son deuxième, troisième cycle, on est vraiment dans un état d'esprit différent. On a déjà un espèce de lâcher prise, de détente, et qui amène en fait au corps à un fonctionnement bien plus efficace et bien plus économe, ce qui permet donc d'avoir des sensations différentes, des manifestations différentes et des temps de bien-être en apnée énormément en progression par rapport au premier cycle, en fait. Parce qu'on est vraiment rentré dans cet état de relâchement propice à cette économie. Et du coup, ces exercices de respiration, est-ce qu'on peut les considérer comme des moments de méditation ? Complètement. Dans la méthode, on invite à terminer après ça par un moment de méditation, mais les exercices eux-mêmes sont des espaces méditatifs, et je dirais même des espaces d'ouverture de transe en profondeur d'ailleurs, sur notamment les espaces de rétention, en fait, où on passe dans des orientations, on va dire, de discussion entre conscient et subconscient, qui changent de l'ordinaire et du quotidien. Il y avait un autre point aussi où j'ai trouvé que c'était, entre guillemets, pas très pratique, mais je sais pas, ça se trouve, ça fait partie aussi de l'exercice, mais je trouve que le fait de devoir compter chacune de ces respirations les unes à la suite des autres, je trouve ça pas forcément très facile à suivre, notamment quand on a les petits effets secondaires dont on a pu parler. Et du coup, est-ce que, plutôt que de compter un nombre de respirations, est-ce qu'on peut se baser sur sur un chronomètre ou sur quelque chose comme ça? En fait, il y a une base, c'est les sensations, c'est le corps. En fait, encore une fois, les chiffres sont donnés parce que c'est un moyen pratique de partager la méthode à distance. Moi, dans mes coachings en live, je dis en général à mes coachés, les chiffres, vous pouvez les prendre et les mettre à la poubelle, en fait. On travaille sur l'humain qui change en permanence, donc en fait, il s'agit juste d'écouter ces sensations et d'apprendre à développer cette subtilité d'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Donc pour ma part, les chiffres et les chronos, ça a rien à faire dans la pratique. C'est vraiment apprendre à s'écouter, et c'est ton corps, tes sensations et tes objectifs qui te disent et qui te donnent en fait le moment de partir sur les tensions. Donc moi personnellement, je compte absolument rien, en fait. D'accord. Donc c'est vraiment, ça permet d'avoir un cadre au début pour commencer, mais effectivement après on lâche prise aussi là-dessus, quoi.
Complètement. Et après, ça va dépendre de l'objectif et de quelle façon on pratique. Par exemple, je disais, la pratique se fait en sécurité, assis ou allongé. Donc là, moi, je parle de pratique formelle. Et sur cette pratique formelle, on peut vouloir expérimenter le fait d'aller loin dans l'exercice, de pousser et d'aller chercher avec intensité à s'ouvrir un espace à l'intérieur de nous-mêmes. Maintenant, si je pratique juste avant d'entrer dans ma salle de sport, et mettons que je m'assois dans un parc public, sur un banc public pour faire un peu de respiration, c'est évident que je vais pas pratiquer avec le même niveau d'intensité que quand je le fais chez moi. Donc c'est là où il va y avoir la grande différence. C'est quand je pratique en situation, je dirais, ou dans un domaine de préparation au sport, je vais partir sur mes rétentions dès que j'ai les premières sensations qui arrivent, et mes rétentions, je vais chercher à les limiter. Quand je pratique tranquillement chez moi, les sensations, j'attends le moment où elles deviennent impressionnantes, et les rétentions, je les maintiens aussi longtemps que possible. Donc c'est vraiment deux facettes différentes entre la facette exploratoire chez soi et la facette en application, en action, en concret dans le quotidien. Et du coup, est-ce qu'on sait ce qui se passe dans le corps quand on reste comme ça aussi longtemps, finalement, sans oxygène dans les poumons? Alors du coup, l'oxygène est partout dans le système sanguin, je suppose, c'est ça? Alors l'oxygène, ce qui est intéressant, c'est que la saturation, par exemple en oxygène, lorsqu'elle atteint 100, elle est à son maximum. Donc là, je parle de saturation sanguine, c'est-à-dire la capacité ou le nombre d'hémoglobines qui captent donc les molécules d'oxygène. Maintenant, au-delà de ça, et par rapport à, c'est une étude qui est en cours sur WIM, sur la notion en fait de saturation des tissus, c'est-à-dire qu'en fait ces techniques, a priori, amènent à une saturation tissulaire en oxygène. Là maintenant je peux pas en dire beaucoup plus, c'est juste quelques insights comme ça que j'ai sur une étude en cours, et là encore une fois c'est vraiment le monde médical qui donnera ses révélations sur le sujet. Il y a énormément de choses qui rentrent en jeu, en fait on est dans un domaine complexe d'échange sanguin, et il y a des myriades d'effets sur vraiment tout ce qui est physiologie au sens très large du terme. Mais en tout cas, c'est peut-être plus pour rassurer une personne qui voudrait découvrir la méthode, c'est qu'à aucun moment, on va dire, son corps ou son cerveau ne se retrouve en manque d'oxygène et à un risque quelconque. Non, là-dessus, on pourra donc voir des liens que tu pourrais peut-être mettre en dessous, mais il y a des études qui ont été faites sur les cerveaux des apnéistes, par exemple, des freedivers, qui eux vont pousser bien plus loin que ce qu'on fait nous, et qui eux sont justement dans une recherche de performance. Il y a le cerveau de Guillaume Néry, par exemple, qui a été étudié, donc Guillaume Néry qui est l'un des leaders français ou l'un des leaders mondiaux de l'apnée. Donc voilà, c'est des domaines qui sont étudiés. Il y a une étude qui a été faite sur les judokas, sur les étranglements, des étranglements sanguins, donc avec des pertes de connaissance, mais pour le coup de façon très brutale, et où il y a vraiment d'autres domaines qui rentrent en jeu par rapport à nous. Donc en fait, pour nous, le rapport bénéfice-risque potentiel, il est largement en faveur des bénéfices. Tout à l'heure, tu as évoqué le fait justement de faire de la respiration avant d'aller au sport. Et je sais que toi, tu accompagnes des sportifs de haut niveau lors des stages que tu organises. Et je me souviens aussi que, je sais plus si je l'ai lu ou si je l'ai vu, mais en gros, la méthode encourage aussi le fait de faire lorsqu'on a les poumons vides, de faire des pompes. Et j'ai jamais bien compris le pourquoi. Alors il y a plusieurs intérêts. Le premier intérêt, c'est encore une fois de se bluffer. Oui, même bien démontrer cette idée de t'es capable de faire beaucoup plus que ce que tu crois. Donc exploser ton record de pompe en apnée poumon vide, alors que tu pensais ne pas en être capable, c'est déjà un révélateur il y a plein de choses en fait où on met des barrières à notre potentiel, et notre potentiel est bien plus important que ce qu'on croit. Donc ça c'est un premier effet. Ensuite il va y avoir en fait des variations entre poumon plein et poumon vide sur les pompes, pour ce qui est en fait de ou booster son système, ou aller retrouver justement une capacité à retrouver une forme générale, je dirais. Maintenant en même temps, moi je le partage pas par exemple dans les formations, parce que ça va à l'encontre de quand on pratique de le faire en sécurité. Et des pompes en apnée, il y a quand même un risque de perdre connaissance et de se casser le nez. Et tout simplement aussi, justement, par rapport au fait où on va se retrouver à pouvoir faire un nombre de pompes extrêmement important par rapport à ce dont on a l'habitude, c'est aussi un risque de les faire avec une exécution non correcte et de se retrouver avec j'ai des retours de tendinite au coude ou autre. Donc pour ma part, je trouve ça intéressant à faire une fois pour se bluffer. Ensuite, c'est pas forcément un axe de travail que j'ai, c'est pas un des exercices que je partage en fait.
Et du coup, est-ce que donc au-delà de ça, ou au-delà de cet effet, est-ce que pour les sportifs et les gens qui pratiquent une activité physique plus ou moins intense, mais voilà qui font ça régulièrement, est-ce que la respiration a aussi des bénéfices sur les performances ou sur la récupération par exemple? Complètement. Moi, c'est un élément qui est vraiment important, qui me passionne. Et ça va être aussi bien des points de vue physiologiques, des points de vue de préparation du corps. Effectivement, on va donc saturer nos tissus en oxygène, ce qui permet de décaler un petit peu certains fonctionnements, on va dire, c'est-à-dire donc tout ce qui est dette en oxygène. Lorsqu'on passe de l'aérobie à l'anaérobie, la saturation des tissus permet d'avoir un effet tampon, et ensuite c'est vrai qu'on n'a pas parlé de ça, on a un côté basification du sang et de l'organisme qui est extrêmement important, avec une hausse importante du pH sanguin par la respiration, de par la diminution du CO2 entre autres. Donc on peut avoir une utilisation en préparation, que ce soit pour préparer son corps, mais également son esprit, son mental, à être ultra déterminé, ultra orienté, et donc ne pas avoir toutes ces pertes d'énergie de parts dissonantes en nous qui doutent. Donc ça permet vraiment une orientation mentale de réussite. Et ensuite, en récupération, notamment pour les activités qui tournent justement pas mal sur les filières anaérobie lactique, ça permet une élimination des lactates par effet tampon de la basification sanguine, et une récupération de bien meilleure qualité. Alors là, en plus, combiné à l'eau froide, on a le mix parfait de récupération. Donc voilà, donc ça peut être utilisé en préparation pour se mettre en condition physique et mentale, et ensuite en récupération pour maximiser et améliorer et rendre plus rapide les process de récupération. Donc là, je dirais, on est vraiment en train de parler autour de la séance, mais au-delà de juste autour de la séance, en préparation, on a vraiment une orientation du mental à ne pas douter et à donner son plein potentiel vers l'objectif. Alors, je sais que tu organises des stages alors en France, où est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur tout ce sujet? Alors, j'organise effectivement des stages en France et à l'étranger également à partir de cette année. Donc ce sera en Himalaya, parce que quoi de mieux pour aller pratiquer la Wim Hof méthode que d'aller dans des pays aussi mystiques. Donc il va y avoir des formations au Ladakh, au Népal, et ensuite des formations en lien avec la préparation en fait pour des expéditions, des sommets, pour des Himalayistes en fait. Parce qu'encore une fois, la gestion de la respiration et la gestion de l'exposition au froid, évidemment ça concerne les explorateurs polaires et les Himalayistes qui sont en plein je dirais c'est leur cœur de métier. Donc ça c'est quelque chose que je mets en place pour cet automne. Et mais pour le moment en tout cas, j'ai des formations donc qui sont de l'ordre de formations qui vont de formation de 4 heures, par exemple basées que sur la respiration pour pouvoir vraiment le faire en étant totalement orienté autour de cette respiration. Et sinon, ce que je propose le plus, ce sont des week-ends. En général, des week-ends pour 2 personnes pour avoir vraiment une écoute précise et une réponse aux demandes et aux objectifs des personnes. Et où voilà, c'est une transmission de la Wim Hof méthode, mais surtout et avec tout le background que j'ai et que j'apporte, c'est-à-dire praticien en hypnose, préparateur mental, coach PNL, etc. Et c'est vraiment un mix en 2 jours, comment on peut avancer le plus possible sur ses objectifs. Donc voilà, c'est ça que je propose le plus souvent en ce moment en tout cas. Et du coup, que ce soit les week-ends ou les stages de 4 heures, c'est en présentiel à chaque fois? Voilà, c'est en présentiel. Pour moi, c'est la clé, hein, même s'il y a des moyens pour partager à un plus grand public de façon large. Pour moi, tout est basé sur le présentiel, et je dirais même le présentiel en tout petit groupe. Pour moi, c'est vraiment de l'ajustement, et là, c'est ma vision de praticien en hypnose, hein, qui est, on regarde, on calibre, et on prend chaque information que le visage de la personne, que le corps, que les réactions, que le body language de la personne nous donne, pour pouvoir ajuster, placer la suggestion qu'il faut au moment où il faut, pour que la personne ait vraiment de façon maximiser son apprentissage en fait. Et donc c'est des stages qui ont lieu où? Pour le moment et jusqu'à maintenant, c'était au sud du lac d'Annecy, mais là tous mes prochains week-ends sont complets jusqu'à ce que je déménage. Donc à partir de mai, ce sera sur Nice ou à côté de Nice. D'accord. Bon, et ben voilà. Jamais vers Paris. Alors si parfois de temps en temps. Alors sur des demandes déjà je peux organiser des déplacements et des stages, et effectivement ma base elle va être à Nice. À côté de ça je vais être régulièrement du côté de Chamonix pour travailler avec des alpinistes, mais ça peut être de façon un peu plus large, alpinistes, skieurs, grimpeurs.
Et de temps en temps en déplacement, parfois il m'arrive effectivement d'être sur Paris ou en région parisienne et de proposer à ce moment-là, quoi. Surtout du coup à ce moment-là, c'est surtout des formations de groupe d'une journée. Les week-ends, ce sera principalement sur Nice. Est-ce que tu as un site internet, une page Facebook où on peut te suivre et te retrouver? Alors la page Facebook, c'est Deep D2EP Potential Hacking. Donc voilà pour la page Facebook. Le site internet, il y aura le même sous le même nom bientôt, mais il est pas en place. Donc pour le moment, c'est Oser rêver grand. Donc où il y a les liens qui sont posés, même si je m'occupe pas vraiment de la promotion et des sites pour le moment, mais ce sera ça les bases. Donc pour le moment, je dirais Oser rêver grand, et ensuite ce sera Deep Potential Hacking. Bon, c'est parfait. Merci beaucoup Sébastien. Merci à toi, et merci de permettre cet espace où on peut partager, et au plaisir de parler d'autres sujets sur le domaine de la forme. C'est avec grand plaisir. Merci, à bientôt. À bientôt, salut. Alors encore un grand merci à Sébastien pour son temps et pour ses réponses précises à l'ensemble de mes questions. Je vous rappelle que vous pouvez accéder aux notes de ce podcast en allant sur l'URL suivante, extraform.fr/8, le chiffre 8. Et enfin, si vous êtes d'accord pour donner un coup de pouce à ce podcast, n'hésitez vraiment pas à vous abonner sur iTunes et à laisser un avis. Pour cela, vous pouvez chercher directement Parlons Forme sur le moteur de recherche d'iTunes ou passer par le lien suivant, extraform.fr/iTunes. Les avis et les commentaires sont vraiment indispensables pour donner de la visibilité au podcast et pour aider à diffuser ce message le plus largement possible, donc je compte sur vous. Je vous remercie par avance et je vous dis à très bientôt. Ciao.